bonjour à tous. Alors déjà, je vous préviens, je n'ai pas la même aisance de parole que les deux conférenciers précédents. Et moi, je vais avoir besoin de mes notes. Et je n'ai pas fait de PowerPoint. Alors, donc, je me présente, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute. Et j'ai exercé pendant toute ma carrière dans des établissements du secteur social et médico-social au sein d'une association. Pendant cet exercice professionnel, j'ai souvent regretté que nous n'ayons pas suffisamment le temps de nous poser pour décider vraiment et approfondir la réflexion sur la conduite à tenir face à certaines situations complexes. Mais voilà, ça c'est la réalité du quotidien quand on est professionnel. Une urgence chasse l'autre, les timings de réunion sont mesurés, et il y a toujours quelqu'un qui, au bout d'un temps, qui n'est pas suffisant, dit bon, on décide quoi? Donc, avant même de partir à la retraite, j'ai été missionné pour mettre en place au sein de cette association une commission de réflexion éthique et déontologie que j'ai animée jusqu'à ces derniers mois. En 2005 aussi, j'ai intégré le Comité national des avis déontologiques et éthiques pour les pratiques sociales. Le CNAD est une des instances du CNRDE, le Centre national ressources éthiques et déontologie, dont l'APEI de Roubaix-Tourcoing-Papillon-Blanc est membre et participe donc au conseil d'administration. Alors le CNAD, qu'est-ce que c'est? C'est une instance indépendante, composée de 9 personnes qui siègent à titre personnel et qui sont là pour apporter un éclairage à des professionnels qui le sollicitent lorsqu'ils sont confrontés à une situation singulière et complexe et qu'ils s'interrogent sur la conduite à tenir ou que cette conduite fait débat et peut même être clivante au sein même des équipes. Ce qu'on leur apporte, ce n'est pas une réponse, mais une aide à leur prise de décision en leur apportant un éclairage étayé et circonstancié sur différents éléments de la question qui nous sont soumises. C'est donc sur la base de ces expériences au sein de comités d'éthique que je suis intervenu, comme Patrick Guns l'a dit, dans la réflexion sur concevoir et mettre en œuvre un comité d'éthique au sein de votre association. Aujourd'hui, je vais davantage centrer mon propos sur une approche de la démarche éthique. Quand est-elle nécessaire? Quelle est sa spécificité? Comment s'élabore-t-elle? Et pourquoi mettre en place un comité d'éthique? Alors, je vais certainement, par moments, redire des choses qui ont déjà été dites par M. Sanchez ou Mme Guns, mais comme on m'a dit... C'est l'émotion. Là où vous avez raison, c'est deux noms belges. Donc, mais non, ouais, alors je vais avoir des problèmes à la maison. Excusez-moi. Alors, je vais m'appuyer sur 2 situations qui ont été soumises par des professionnels au CNAD, justement. Et ces situations vont me servir de fil rouge pour étayer mon propos du début à la fin. La première situation, la sœur d'une résidente accueillie dans un foyer d'accueil médicalisé informe une des éducatrices du décès de leur 3e sœur. M. Guns a pris un exemple assez similaire, tout en lui demandant de garder cette information secrète, tant vis-à-vis du reste de l'équipe que vis-à-vis de la résidente. Et ça, au motif que les répercussions de cette annonce pourraient avoir sur l'équilibre psychique de sa sœur. Alors on note en effet dans le parcours de cette résidente certains passages en service psychiatrique et un traitement médicamenteux assez lourd. Mais lors de l'admission, la mère avait refusé de s'expliquer sur les raisons de ces hospitalisations et de ce traitement, et la sœur refuse toujours de le faire actuellement.
Alors les professionnels s'interrogent. Comment cette résidente pourra-t-elle faire son deuil si on lui cache cette information? Et puis, est-ce qu'on risque pas de faire des gaffes et à ce moment-là, elle perdra totalement confiance en nous. Une autre partie de l'équipe, oui, mais vu l'opposition de la sœur et vu sa fragilité, entre guillemets, dont on ne sait rien, est-ce qu'on peut prendre le risque de provoquer chez cette résidente un effondrement psychique? Et si la sœur refusait du coup de l'accueillir certains week-ends comme elle le fait jusqu'à présent? Ça, c'est la première situation. Deuxième situation, une jeune adulte en situation de handicap mental et salariée d'un ESAT. Elle aimerait s'inscrire dans un atelier d'expression sur la vie affective et sexuelle, ce à quoi ses parents s'opposent farouchement. Une position qui est pour eux sans appel et qu'ils confirment auprès de la responsable du service éducatif en lui disant « Mais qu'est-ce que vous voulez lui mettre dans la tête ?» Comprenez bien que tout ça, c'est pas pour elle, puisqu'elle ne pourra jamais se marier. Bon, puis heureusement, elle n'y pense même pas. Ah, ce que les parents ignorent, mais que les professionnels savent, c'est qu'au sein de l'ESAT, cette jeune femme a un amoureux. Mais elle a beaucoup insisté pour que, surtout, vous ne le dites pas à mes parents. Et la professionnelle s'interroge, faut-il l'inciter à se rebeller contre ses parents ou au contraire lui conseiller de se soumettre et d'ainsi renoncer à toute vie affective et encore plus sexuelle? Bon, la peste ou le choléra. Il s'agit bien sûr de deux situations totalement différentes, mais on peut relever quand même qu'elles ont des caractéristiques communes, et là je rejoins tout à fait le propos de M. Sanchez. Déjà, le fait que dans ces deux cas, ni l'application de la loi, ni les textes de référence déontologiques ne suffisent pour orienter la conduite à tenir, même si c'est incontournable de les prendre en considération dans la réflexion. Dans le premier exemple, la loi pose clairement le droit de toute personne à être informée de ce qui la concerne, mais elle assigne aussi aux établissements et services sociaux et médico-sociaux un devoir de protection. Alors, lui faire part du décès ou le lui cacher au nom de sa possible fragilité émotionnelle? Dans le deuxième exemple, celui de la jeune femme en ESAT, la loi stipule clairement que toute personne majeure de surcroît a droit à une vie affective et sexuelle et qu'elle peut décider librement de ses choix de vie privée, même si elle bénéficie d'une mesure de protection judiciaire. Mais est-ce que c'est si simple de lui dire « mais c'est ton droit » alors qu'elle vit dans sa famille, une famille à laquelle elle est très attachée et qui lui apporte beaucoup? Bon, on retrouve ce que nous a dit M. Sanchez tout à l'heure. La deuxième caractéristique commune est que dans ces situations entrent en tension des considérations ou valeurs d'égale légitimité. Tension, par exemple, entre devoir de protection et respect des droits, entre droit de la personne et droit aux volontés de ses parents, entre droit des uns et vie en collectivité, etc., etc. Je renvoie à ce qu'a dit M. Sanchez. C'est face à ce genre de situation qui place les professionnels face à un dilemme et qui divise une équipe souvent, qu'une réflexion éthique s'impose. Le constat que nous faisons régulièrement au CNAD quand nous recevons des questions de ce style est que face à ces situations singulières et complexes, le questionnement des professionnels est le plus souvent formulé en termes de ou je l'incite à se rebeller, ou je lui dis écrase-toi et fais comme ils le veulent. Bon. C'est une manière de formuler la question qui place de toute façon à tout coup la réflexion dans l'impasse. Parce que pourquoi choisir entre ou alors que les deux options sont d'égale importance et ont toutes les deux une valeur? Donc dans une démarche éthique, plutôt que de formuler le questionnement en termes de ou,
on va inviter à le formuler en termes de « et ». Comment concilier deux impératifs apparemment opposés, mais qui sont tous les deux importants? Comment concilier, permettre l'épanouissement et la libre expression et le libre arbitre, et en même temps protéger la personne? Alors, Paul Ricoeur, ce qu'il nous dit, c'est que adopter une démarche éthique, ça implique de mettre en œuvre une sagesse pratique qui consiste à inventer les conduites qui satisferont le plus à l'exception que demande la sollicitude, en trahissant le moins possible la règle. Voilà, créativité, inventivité, termes que l'on retrouve dans toutes les interventions. Dans toute réflexion en situation, se référer au cadre législatif et réglementaire, ainsi qu'aux règles déontologiques, c'est une première étape incontournable. On ne peut pas faire non plus abstraction du souci de moralité, même s'il s'agit là aussi d'un système normatif qui nous est plus ou moins imposé de l'extérieur. Loi et règlement, déontologie et morale, c'est ce qui fixe un cadre qui donne des repères qui permettent de baliser la route et d'inscrire l'action dans un espace circonscrit. C'est pas parce qu'on va mener une réflexion éthique qu'on peut se permettre de faire n'importe quoi en trahissant le moins possible la règle. Mais quelquefois, dans certaines situations, ne serait-ce que temporairement, on joue un petit peu avec la marge, mais encore faut-il en avoir conscience et savoir pourquoi on le fait. Alors, quand on parle de développer une démarche éthique, de quoi s'agit-il? La démarche éthique, c'est avant tout un processus d'examen critique d'une situation donnée, nourri par une démarche de questionnement. Son objectif, c'est de donner du sens à nos actions et à nos prises de décision. Donner du sens pour pouvoir en répondre, respondérer devant, en particulier, la personne concernée, mais pas que. Quelquefois devant les instances administratives, les juges, les parents, la famille, etc. Parce que la responsabilité des professionnels, elle n'est pas que juridique ou administrative, elle est aussi morale. Donc la préoccupation éthique, elle se définit par sa finalité. C'est prendre en considération avant toute chose le sens de l'humain et le mettre au cœur de nos préoccupations, de nos actions, de nos décisions, en n'oubliant jamais que l'autre est toujours un être singulier en situation singulière. Parler de situation singulière, ça implique de tenir compte du contexte dans toute sa complexité. D'où la pertinence de cette démarche dans le champ social et médico-social, où justement la substance même de notre travail, c'est l'autre et l'intervenant social en relation avec l'autre. Alors je vais citer à nouveau Paul Ricoeur qui nous dit « Appelons visée éthique la visée de la vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes », ce que M. Sanchez a aussi repris. Et c'est sur ce terrain de la reconnaissance de l'autre comme sujet, de nos libertés réciproques, une vie bonne avec et pour autrui, et de la finalité des institutions, dans des institutions justes, que se posent et se vivent les questions éthiques dans nos secteurs. Donc la première composante d'une démarche éthique, ça va être de prendre le temps d'une analyse la plus fine possible de la situation, du contexte dans lequel elle s'inscrit, en questionnant, si besoin, les inconnus, le manque d'informations dont on dispose. Et même si deux situations semblent générer un questionnement à peu près identique, aucune réponse n'est a priori transposable d'une situation à une autre, et il serait très très réducteur
par souci d'efficacité, de vouloir gommer ce qui fait que chaque situation est spécifique. Alors, cette étape de prendre le temps de l'analyse du contexte et de la situation, ça permet déjà de cerner, d'identifier les points de tension et de formuler la problématique d'une manière déjà plus distanciée que la réaction première qui est plus d'ordre émotionnel. La deuxième composante, comme je l'ai dit, c'est poser le cadre. Donc, le cadre, c'est que disent la loi, les traités, etc., les textes réglementaires qui encadrent les missions d'un service ou de l'établissement. C'est aussi que disent les référentiels internes, ce que beaucoup de professionnels oublient. C'est-à-dire que dit le projet associatif, que dit le projet de service, le règlement intérieur, le règlement de fonctionnement, éventuellement le projet individuel de la personne. Et en fonction du statut juridique de la personne, quels sont les droits qui lui sont reconnus? Comment le respect de ces droits est-il garanti en interne? Que disent les textes de référence déontologiques? Mais poser le cadre, ça nécessite aussi parfois un travail de documentation. Que disent les scientifiques, les philosophes, les débats sociétaux sur la question? C'est donc tout un travail là, de recherche et de documentation avant de pouvoir aller plus loin. C'est après tout cela que vient le temps de la mise en débat éthique des points de tension pour envisager et argumenter d'une manière étayée les différentes options possibles. Et là, on est bien souvent surpris que ces débats ouvrent sur des pistes d'options, de questionnements auxquels nul n'avait pensé avant que le débat ne s'amorce. Le débat éthique s'enrichit de la confrontation des points de vue, et argumenter, ce n'est pas chercher à convaincre que l'on a raison, mais c'est simplement donner à réfléchir. Pour ça, encore faut-il savoir argumenter d'une manière qui ne soit pas biaisée. Alors, pour sourire un peu, je vais vous citer quelques exemples d'arguments inacceptables. Bon, parce qu'on a toujours fait comme ça. Bon, parce qu'on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Ah ouais, mais si on accepte ça aujourd'hui, pour transgresser la règle, qu'est-ce qu'on va exiger de plus de nous demain? L'argument de la pente fatale. Ou encore cette militante anti-vaccin qui dit « Moi, j'ai une petite fille et ma plus grande crainte, c'est qu'un jour elle se fasse violer. Alors, pour l'immuniser, je vais lui faire subir un petit viol atténué ?» Pas. On voit tout de suite que ce sont des arguments irrecevables. Redevenons sérieux. Ce temps de débat nécessite aussi de différencier ce qui est de l'ordre d'une démarche éthique de prise de position qui serait guidée par des valeurs morales. Et j'emploie le terme de morale ici, pas au sens philosophique, mais au sens commun du terme. Les valeurs morales auxquelles chacun de nous se réfère dans sa vie personnelle, ce ne sont bien souvent pas des valeurs universelles. Il y en a des valeurs universelles, mais pas que. Ces valeurs diffèrent selon les sociétés, les cultures ou le milieu d'appartenance, et elles évoluent aussi dans le temps. Les valeurs valables du temps de mes grands-parents ne sont pas celles des jeunes d'aujourd'hui. Alors que l'on y adhère à ces valeurs transmises par notre éducation, notre contexte de vie, ou au contraire qu'on en prenne le contre-pied, ces valeurs vont influer sur nos prises de position spontanées. Ah non, 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 quand même, ça se fait pas. Mais en tant que professionnel, de quel droit est-ce qu'on pourrait choisir la conduite à adopter vis-à-vis d'une personne accompagnée au nom de nos convictions personnelles et de nos propres critères d'appréciation de la situation? Je prends un exemple, celui d'une éducatrice qui avait refusé d'accompagner au planning familial une jeune fille de 16 ans enceinte qui envisageait une interruption volontaire de grossesse. Et elle n'a pas fait que refuser de l'accompagner. Elle lui a aussi dit très fermement « Ce que tu t'apprêtes à faire, sache que c'est un crime et tu en porteras le poids toute ta vie. Alors ne compte pas sur moi. »
informé, le directeur a commencé à lancer une procédure de sanction disciplinaire. Et du coup, elle interroge le CNAD parce qu'elle veut porter l'affaire en justice pour discrimination en raison de ses convictions. Ben oui, sauf que la France a légalisé l'IVG depuis pas mal de temps et que la clause de conscience n'existe pas en travail social. Elle peut exister pour les médecins, pour les journalistes, mais pas en travail social. Si bien que le débat éthique, il doit prendre appui sur ce que je vais appeler des convictions, enfin, j'emprunte, appeler des convictions pesées, à savoir celles qui font vivre les valeurs fondamentales de l'action sociale et défendent une certaine conception de l'homme, de sa dignité et de la justice sociale. Valeurs qui sont en général également déclinées dans les projets associatifs. Le débat collectif implique la volonté d'entendre le point de vue de l'autre et amène chacun à interroger ses certitudes et convictions personnelles pour parvenir à une prise de distance suffisante. Et au final, ce qu'il importe d'évaluer, ce sont les conséquences possibles pour la personne concernée des différentes options envisagées. C'est-à-dire qu'on met dans les plateaux de la balance le bénéfice escompté de telle option avec le bénéfice-risque qu'on pourrait faire courir à l'autre. Je parle bien de risque. Ça permet, si besoin, de pondérer les actions à mettre en œuvre, voire d'en faire un objectif qui parfois nécessitera pour l'atteindre de procéder par étapes successives. Alors, si l'on en revient aux deux exemples de situations qui m'ont servi de fil conducteur, concernant l'annonce du décès de sa sœur à une résidente, d'abord, c'est la sœur qui demande le secret. Or, déjà, un décès n'est pas une information à caractère secret, puisqu'elle est accessible à toute personne qui lit le journal. La sœur note comme motif à sa demande, elle m'en met déjà plein la tête à propos du décès de ma mère, je ne pourrais pas supporter qu'elle fasse la même chose avec ma sœur. Alors, si elle veut que l'information reste cachée, pourquoi est-ce qu'elle en informe une éducatrice? Qu'est-ce qu'elle attend? Planant plus sur la situation, toutes les inconnues concernant les motifs des hospitalisations en psychiatrie et la raison d'un traitement par psychotrope qu'on nous dit lourd. Là encore, secret. Bon, voilà de quoi alimenter tous les fantasmes, du plus catastrophique au plus grave. Voilà, en général. Il nous est dit en plus que le poste de psychiatre est resté longtemps vacant et que l'équipe est pour l'instant fragilisée. Alors, dans cette situation, qui s'agit-il de protéger? La sœur? L'équipe? La résidente? Et la protéger de quoi? C'est l'intérêt de la résidente qui est à mettre au centre des préoccupations. Le silence autour de ce décès n'est-il pas plus problématique que sa communication? Et est-ce que ce n'est pas le rôle de l'équipe pluridisciplinaire que d'accompagner la personne pour lui permettre de faire face aux événements de la vie? Je le soumets à votre réflexion. Concernant la jeune femme qui souhaite participer à un atelier d'expression sur la vie affective et sexuelle, du strict point de vue des droits de cette jeune femme tels qu'ils sont reconnus par la loi, il serait facile de lui dire que ses parents n'ont aucun droit de s'opposer à ses choix en matière de vie privée. Mais n'oublions pas qu'elle vit dans sa famille, qu'elle y est très attachée et que cette famille lui apporte beaucoup. Que se passera-t-il pour elle si elle enfreint les valeurs familiales? Est-elle prête à affirmer ses droits face à ses parents alors qu'elle n'a déjà pas osé leur dire qu'au sein de l'ESAT elle avait un amoureux? Entendre par là qu'ils se tiennent par la main et qu'ils échangent de très chastes bisous. La question ne peut donc pas se réduire, comme elle nous est posée, à renoncer à toute vie affective et sexuelle ou se rebeller. Il s'agit plutôt de se demander comment accompagner cette jeune femme à s'affirmer face à ses parents et comment, parallèlement, accompagner les parents pour que le regard qu'ils portent sur leur fille devenue femme puisse évoluer dans le respect de sa personne et de ses projets.
C'est une action qui ne pourra s'inscrire que dans le temps, en respectant le rythme de chacun. Alors, pour finir, je voudrais dire quelques mots sur pourquoi mettre en place un comité éthique. Je précise déjà qu'un comité éthique n'est pas une instance décisionnaire, juste une instance consultative, et que les personnes qui le composent n'ont pas une sagesse infuse ou un savoir plus important que tout autre. Juste des personnes désireuses de prendre le temps de réfléchir les pratiques professionnelles et de s'enrichir de la confrontation des points de vue. Les membres du comité éthique ont cet avantage de ne pas être affectés par la situation et aussi de ne pas être pris par le sentiment d'urgence de la réponse à apporter. Parce que quand on est en situation sur le terrain, comme le disait Auguste Comte, on ne peut pas à la fois se regarder pédaler ou passer dans la rue et en même temps se mettre à la fenêtre pour se regarder. Cette démarche de distanciation permet déjà de ne pas être pris aussi par le sentiment d'urgence et de la réponse à apporter. Un comité d'éthique va prendre le temps, ce qui est facilitateur d'objectivité. Par ailleurs, le climat de confiance entre les membres, ainsi que l'absence de prédominance hiérarchique et d'enjeux de pouvoir, font de ces lieux de réflexion et d'échange de véritables espaces, avec tout le sens symbolique attaché à ce terme. Espace de parole, d'ouverture d'esprit, bref, un espace dans lequel déployer la pensée. L'argumentation qui est au cœur des échanges permet d'expliciter les points de vue, stimule la réflexion, permet de mettre à l'œuvre ses propres positions et de mieux comprendre celles des autres. Elle prépare ainsi le terrain à ce qui est, bien souvent, la seule issue possible d'un débat éthique, c'est-à-dire la recherche d'une solution de compromis, même si ce compromis n'est qu'une étape dans la réalisation de l'objectif. On a là toutes les étapes fondamentales, toutes les caractéristiques fondamentales à la fois d'une éthique de discussion et du fonctionnement d'un comité éthique. J'ai appuyé mon propos sur des exemples, je surveille l'heure, sur des exemples de situations individuelles. Mais la pertinence de ces temps dédiés à la réflexion éthique est encore plus marquée dans le contexte actuel où le travail social est soumis à de nombreuses pressions, injonctions et enjeux, tant politiques que financiers. Quelle décision politique prendre en interne pour concilier ces exigences venues du haut avec la conception que l'on a du sens de notre travail, ne pas y perdre leur âme, et l'exigence de qualité du service rendu aux personnes accompagnées, de la personnalisation de l'accompagnement, du respect de leurs droits, de leurs projets. L'autre intérêt de ces comités éthiques, c'est que par la diffusion de leurs réflexions, ils contribuent au développement d'une réflexion et d'une culture associative au bénéfice des personnes et de leur entourage. Prendre le temps, ce n'est pas perdre son temps, bien au contraire. Parce que même si, entre-temps, certaines décisions ont été prises, le fait de revenir après coup sur une situation qui a laissé un arrière-goût d'insatisfaction permet de revenir plus sereinement sur la situation. Le mode de réflexion peut servir de modélisation pour d'autres situations. Pas la réponse, mais la modélisation de la réflexion. Alors, on voit bien que prendre le temps, c'est aussi la volonté d'inscrire ces comités d'éthique dans la durée. Et pour ça, il faut que leur place soit clairement repérée et qu'au-delà de l'engouement qui préside toujours à leur création, ils soient portés par une volonté ferme et farouche de tous les acteurs
de promouvoir leur action et de les faire vivre dans le temps. Je vous remercie de votre attention. Merci.